Bonjour, bienvenue à ce webinaire communautique consacré aux technologies immersives. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Nicolas Dupin, qui est président de France Immersive Learning, qui va nous dresser un état de l'art, un panorama aussi des technologies immersives au service des apprentissages, de la formation, de l'éducation, un peu, et puis de nous présenter ses usages. Euh, Avant de commencer, peut-être vous dire que ce webinaire est une première animation dans le cadre d'un cycle autour des technologies immersives. On va proposer le 7 avril une journée à Rouen autour des technologies immersives avec le matin la découverte de solutions, que ce soit en réalité virtuelle, en réalité augmentée, avec la présentation par des chefs de projet, des formateurs sur les usages possibles en situation de formation. Donc voilà, ça sera le matin, le 7 avril. Et l'après-midi, on proposera du coup un atelier de co-conception d'une situation de formation basée ou qui intègre du coup euh, des apprentissages immersifs avec soit de la réalité virtuelle, soit de la réalité augmentée, soit de la réalité mixte. Voilà, et puis la possibilité de visiter aussi le studio de production, de création de Kevéo. Voilà, donc je vais vous mettre le lien, le formulaire d'inscription dans le chat. Donc, pour en savoir plus, sur le formulaire d'inscription, vous allez avoir un détail de cette journée. Et puis, sinon, je vous souhaite un très bon webinaire. Et puis, encore merci à Jean-Luc pour l'animation du coup de ce webinaire et puis à Nicolas Dupin pour son intervention. Bon webinaire. Merci Hélène. Sans plus attendre, comme on dit, on va entamer cet échange avec Nicolas Dupin qui nous a rejoint, donc qui est effectivement président de l'association France Immersive Learning et nous parlera aussi du lab qui est lié à France Immersive Learning et qui peut nous proposer des prestations. On a eu l'occasion de se croiser à différentes reprises avec Nicolas. Il est membre du FOD, enfin également participe à certains travaux, certains groupes avec le FOD, dont je rappelle, la région Normandie est membre également et un membre actif dans plusieurs groupes de travail. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de dresser un peu ce qu'on a appelé l'état de l'art, de manière à ce que par exemple, l'atelier qu'Hélène vient de vous présenter à l'instant, vous puissiez arriver avec déjà plein de questions, plein d'idées, et l'envie surtout d'aller plus loin. Donc, je vais lui laisser la parole. On va échanger. Alors, je rappelle pour celles et ceux peut-être qui nous rejoignent pour la première fois ou qui ne sont pas venus depuis longtemps dans les webinars de Communautique. Le chat, bien évidemment, vous est ouvert et vous l'avez trouvé déjà non-stop, de manière à ce que vous puissiez poser des questions, aussi émettre, faire des remarques, quelquefois, tout simplement. Moi, je m'attacherai à surveiller effectivement ce fil de discussion pour, le cas échéant, reprendre vos questions à la fin de l'intervention de Nicolas ou pendant son intervention en fonction des sujets. On est vraiment dans une logique d'échange, de discussion et non pas, bien que les formats quelquefois webinaires favorisent le descendant, notre objectif est bien sûr de pouvoir échanger avec vous, de répondre à vos questions, vos interrogations et même si besoin de prise de parole. Quelquefois c'est plus simple que de vouloir expliquer tout ça dans le chat. Alors, je coupe moi ma présentation, comme ça je vais laisser la main à Nicolas. Et puis, voilà, la première question, en fait, Nicolas, que j'avais envie de te poser, parce que les apprentissages immersifs, bon, soit on sait que c'est un sujet qui est très présent, on l'a vu pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de se rendre sur le dernier salon qui est le Learning Technologies, qui était tout début février. Il y en a un là qui se présente en mars. J'imagine qu'on va retrouver pas mal de solutions aussi autour des technologies immersives. Mais soit c'est un sujet d'actualité qui est vraiment au cœur aujourd'hui des préoccupations en matière on va dire de nouvelles pédagogies, hein, si on peut dire comme ça, et comment est-ce qu'on peut mobiliser ces outils-là en faveur de nouvelles pédagogies. Mais on a le sentiment en même temps que c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. Voilà, c'est pas sorti hier, j'ai envie de dire, ces technologies-là. Et
que ce soit dans différents usages dans le monde de l'entreprise, mais également dans le monde de la formation. Donc, ça serait la première question que je voudrais te poser. Bah, finalement, ça date de quand, ces technologies-là? Bonjour à tous et merci de votre invitation, Jean-Luc et la région Normandie. Je suis ravi de partager ce moment avec vous et surtout de partager les convictions qui nous animent et qui font notre expertise. Euh, je suis assez d'accord sur l'introduction. J'ai préparé une présentation très courte qui est juste là pour ouvrir les esprits et le sujet. Et je suis très partisan d'échanges questions-réponses de façon à venir apporter des éclairages sur les sujets qui préoccupent les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Maintenant, pour répondre à ta question, au Lab, on a une frise qui permet de positionner le sujet des technologies immersives. En fait, les premiers développements d'usage de ces technologies, pas dans le domaine de la formation, quoique, remontent quasiment au début des années 70. Donc on est sur des technologies qui sont très anciennes, qui, dès le début du 21e siècle, ont massivement été utilisées par les grands groupes, les grands industriels, en particulier sur la partie prototypage dans l'industrie automobile ou dans l'industrie aéronautique, par exemple, avec à l'époque des installations qui étaient complexes et très coûteuses, qui s'appelaient des caves, qui nécessitaient une pièce, des vidéoprojecteurs. Voilà. Et en fait, le vrai shift en ce qui nous concerne et qui rend la perspective des usages ordinaires des technologies immersives dans le champ de la formation tout au long de la vie, grosso modo, le pivot se fait en 2016, hein, à l'époque où sortent les premières générations de casques contemporains que tout à chacun aujourd'hui peut acheter pour 400 euros et qui, par leur modèle technologique et leurs tarifs, rendent la massification des usages possibles. Pour faire court, on passe d'installations qui valaient 1 million d'euros et qui étaient dans les universités ou les grands comptes à des casques qui valent entre 400 et 1000 euros et que tout à chacun peut acquérir pour développer des activités personnelles, je vous y encourage, puisqu'il y a des choses magiques, mais des activités de transmission pour ce qui nous intéresse professionnellement. Donc on est sur, pour faire court, des technologies anciennes qui sont très maîtrisées, documentées et qui, à ce jour, ne présente plus de frein à l'usage, que ce soit pour l'achat des équipements, qui coûtent entre le prix d'un smartphone ou le prix d'un PC, et des contenus, puisqu'il existe des contenus qui sont disponibles sur étagère, jusqu'à des environnements virtuels collectifs à distance, qu'on a appelé l'année dernière le métaverse, qui sont tous aujourd'hui disponibles à des coûts qui sont extrêmement raisonnables et accessibles. Voilà, donc ce sont des technologies entières qui aujourd'hui sont à un niveau de maturité qui permet à chaque acteur de s'en saisir pour transformer son offre. D'accord. Et donc, si on a bien compris, un usage en formation dans le secteur de l'éducation qui est plus récent que celui donc, dont tu as parlé au début dans le monde de l'entreprise, bien qu'on imagine qu'il y a toujours une utilisation dans le monde de l'entreprise de ces technologies-là. Alors, je m'intéresse moi au sujet depuis 2016, hein, intensément depuis 2016. Des usages dans la formation, il y en a déjà depuis cette date-là, en fait. Vous voyez, en 2016, j'avais reçu des enseignants des Pays de Loire qui, dans des filières STI de lycées professionnels, utilisaient déjà les technologies immersives, hein, la réalité virtuelle, pour améliorer leurs enseignements. Depuis 2017, je fréquente assidûment une communauté internationale qui s'appelle Educators in VR. Il va falloir qu'on crée la même en France, voire en francophonie, mais qui fédère un ensemble d'éducateurs, hein, donc au sens anglo-saxon du terme, qui utilisent régulièrement les technologies immersives à tout niveau d'éducation. Donc en France, il y a énormément d'organisations qui ont déjà soit fait des animations thématiques en utilisant la réalité virtuelle, soit commence à déployer des dispositifs de manière assez ordinaire, et ce depuis quelques années. Donc on est plus sur un moment de défrichage, on est sur un moment de décision stratégique pour les organismes de formation au sens large, de s'engager dans ce que j'appelle une révolution anthropologique, qui est celle du renouveau du plaisir d'apprendre et de transmettre.
Alors, tu vas nous expliquer tout ça. Alors, positionnons rapidement, effectivement, et je vous le redis, je vais faire court, hein, mais positionnons effectivement le sujet. Donc, on va l'aborder des deux façons, les technologies immersives et le métavers. J'imagine que c'est une notion que tout le monde a entendu parler et souhaite découvrir un peu. En tous les cas, je commence toujours mes interventions par cette frise chronologique que vous connaissez tous, hein, mais qui, à mon avis, manifeste bien la nécessité du sujet, en fait, et de renouvellement des outils pédagogiques et des outils de travail qui sont les nôtres. Parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a un usage des écrans qui est celui que vous connaissez, mais surtout dont tout le monde a désormais pleinement conscience des forces, mais aussi des faiblesses, en particulier pour la formation à distance. Donc, précisons-le tout de suite, on n'est pas du tout dans une posture de remplacement, on est bien sur une posture d'hybridation des dispositifs de formation en présentiel et à distance, hein, qui sont ceux que tout à chacun maîtrise aujourd'hui, et de venir les augmenter par des dispositifs immersifs. On n'est pas du tout dans un dispositif de substitution et on ne va pas passer notre vie en réalité virtuelle parce que ça n'a évidemment aucun sens. Par contre, il y a à mon sens une vraie fatigue des dispositifs actuels, ou, disons-le autrement, une fin de cycle. On voit mal comment les outils numériques dont on dispose aujourd'hui sont en capacité, dans l'état de l'art de la technologie, de profondément nous offrir des opportunités de renouvellement de nos pratiques. Et cette opportunité, elle existe grâce aux technologies immersives, et on va préciser ce qui suit derrière, dont la plus connue est la réalité virtuelle, parce que, à mon sens, il s'agit effectivement d'une révolution ou d'une singularité anthropologique. La principale différence que vous voyez entre ces images, où vous êtes assis devant vos écrans, comme nous le sommes actuellement, et celle que j'utilise en illustration, c'est qu'on est debout. En fait, ce que font les technologies immersives, c'est qu'elles ne vous amènent plus à regarder un écran, mais à mettre un casque ou des lunettes qui vont vous transporter dans une situation, pour ce qui nous intéresse, d'apprentissage et de transmission. Et donc, à partir du moment où vous mettez cet écran devant les yeux, d'une part, vous n'êtes plus dans l'environnement dans lequel vous êtes, et d'autre part, vous allez très rapidement vous mettre debout. Et vous allez donc être non plus un spectateur d'un dispositif, mais vous allez être participant à la première personne, avec des vraies capacités d'interaction riches dans une situation d'apprentissage. Qu'elle soit localisée dans vos organismes de formation ou dans toutes les organisations, ou qu'elle soit à distance, ce qu'on appelle le métaverse. On va y revenir. Mais le vrai sujet de tout ça, c'était un peu ta question introductive. Nous ne sommes pas sur des technologies récentes, nous sommes sur des technologies qui sont matures. Donc le vrai sujet, c'est de prendre la mesure de cette révolution anthropologique que je vais préciser maintenant. Vous avez bien conscience que depuis que l'humanité est humanité, c'est un peu pompeux de le dire comme ça, mais en gros, depuis que nous existons, nous transmettons, et c'est ça qui nous fait progresser en tant que société, en tant que civilisation, nous transmettons notre expérience du monde réel qui est par nature tridimensionnelle, et de nos univers intérieurs de créativité, d'imagination dont vous connaissez la puissance, qui sont par nature, eux, multidimensionnels, on les transmet depuis toujours par des supports qui sont plats. Donc, ce sont mes trois illustrations qui sont sur le côté, des tablettes de pierre, du papier avec l'imprimerie, et puis, dorénavant, des dispositifs informatiques. Ce que je veux dire par là, c'est toute notre narration, au sens profond du terme, et pour ce qui nous concerne, la narration pédagogique, elle est écrasée dans des supports qui sont 2D, plats, et qui imposent donc une linéarité dans la construction pédagogique, dans la narration de ce que l'on souhaite transmettre. Et ces technologies qui nous amènent dans des mondes, dans des univers qui soient réels, symboliques ou imaginaires, dans lesquels vous êtes à la première personne, obligent profondément à repenser son ingénierie pédagogique, son activité en réalité virtuelle, puisque vous êtes dans des mondes tridimensionnels dans lesquels vous pouvez vous déplacer, dans lesquels vos apprenants vont se déplacer, et dans lesquels ils ont des capacités d'interaction qu'ils n'ont pas dans la réalité. Dans l'état actuel des choses, les enseignants, les formateurs, les ingénieurs pédagogiques qui sont le mieux armés pour penser des dispositifs immersifs sont les gens qui travaillent sur des plateaux techniques, dans les CFA ou dans des lycées professionnels ou dans des lycées d'entreprise,
qui ont, eux, l'habitude de spatialiser leur enseignement, puisqu'ils travaillent sur des machines qui sont réparties dans des ateliers. Donc, le gros de ma présentation, il va être sur ce sujet-là. C'est la révolution anthropologique, la révolution pédagogique qui est portée par cette notion d'immersion spatiale, qui sont celles des technologies immersives. Alors, précisons rapidement de quoi on parle. Eh bien, on parle de technologies très différentes, qui impliquent donc des dispositifs de conception, de mise en œuvre et de déploiement qui sont différents, et qui vont nous emmener de la réalité jusqu'à, disons, l'imaginaire. Quand on parle de technologie immersive, on parle donc d'abord de vidéo 360 ou de vidéo 180 degrés. Donc là, on va capturer avec une vidéo, mais dans laquelle vous êtes, vous immergez à la première personne, vous êtes partie prenante de la situation, une situation réelle. On parle aussi de photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est une technologie qui va permettre de capturer des objets ou des environnements en qualité photographique, mais tridimensionnelle, qu'on va pouvoir manipuler, dans lesquels on va pouvoir se déplacer. Tout le monde connaît la réalité augmentée, qui aujourd'hui ne fonctionne que sur téléphone ou tablette, qui en limite donc profondément les usages, et qui correspond à un dispositif d'affichage tête haute contextuel. Nous aurons les devices, les lunettes de réalité augmentée d'ici 3 à 5 ans en version consumer, et à ce moment-là, cette technologie prendra son pleine ampleur. On parle de réalité mixte. La réalité mixte, c'est la possibilité de venir mettre dans l'univers réel dans lequel vous êtes, vous seul ou à plusieurs personnes, des objets virtuels qui vont permettre de meubler cet environnement et de nous donner des espèces de pouvoirs magiques. Donc ça, c'est des technologies qui sortent actuellement et qui sont sur tous les casques qui arrivent cette année. Donc c'est des technologies extrêmement intéressantes. Et puis, on a la pure réalité virtuelle qui, elle, se fait dans différentes conditions, y compris à distance, c'est ce qu'on a appelé le métaverse. Donc vous voyez, on a un champ de technologies qui vont permettre de répondre à des besoins qui sont très différents en fonction de l'objet pédagogique et des situations que l'on souhaite exploiter. Précisons d'une autre manière ce que sont ces technologies et leur capacité d'impact, et j'en aurais presque terminé de la présentation. On a donc deux façons d'utiliser ces technologies, soit pour enrichir la réalité, donc c'est plutôt la réalité augmentée et la réalité mixte, avec ce qu'on appelle des lunettes non occultantes, c'est-à-dire des lunettes un peu comme celles que vous voyez au milieu, qui est les bien connues HoloLens de Microsoft. On ne va pas rentrer dans le détail de les technologies, mais voilà, soit on utilise des dispositifs pour enrichir la réalité avec des périphériques qui ne vous enferment pas, qui ne vous coupent pas de la réalité, soit on dépasse la réalité avec ce qu'on appelle des casques occultants, des casques de réalité virtuelle, qui lui permettent vraiment de se libérer des contraintes de la réalité, de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Et puis après, il y a trois modalités d'usage qui sont extrêmement importantes dans une perspective de qu'est-ce que je vais faire avec ces technologies, quelle que soit votre organisation. Eh bien, soit on fait de la réalité virtuelle seul dans son casque, avec des expériences qui sont individuelles, soit on peut mettre un casque et être collectivement dans un espace dans lequel on va utiliser la réalité virtuelle pour soit se téléporter dans des environnements dans lesquels physiquement on ne peut pas aller, soit pour amener des objets auxquels on ne peut pas accéder. Et puis, vous avez la version en groupe et à distance, ce que tout le monde a appelé l'année dernière le métaverse, qui est un peu le futur de l'e-learning. Quand je vous dis ça, c'est que l'appropriation de ces technologies, elle doit bien suivre ce cheminement. On ne peut pas, ça ne paraît pas raisonnable en termes de maîtrise des usages, de passer je ne fais pas de réalité virtuelle à je fais des cours en réalité virtuelle à distance. L'apprentissage de comment je fournis une expérience de qualité à des apprenants alors qu'ils sont chacun seul dans son casque, qu'on est plusieurs dans la même salle à utiliser une expérience, et ensuite en réalité virtuelle, est un cheminement assez logique et qu'il vaut mieux entreprendre si on veut bien relever les enjeux qui sont devant nous pour tirer profit des formidables pouvoirs de ces technologies. Et les enjeux… Quand tu dis, Nicolas, je rebondis sur ce que tu viens de dire, tu veux dire autant pour, on va dire, les formateurs, les organismes de formation acquérir de l'expérience que pour les utilisateurs eux-mêmes? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut aussi que l'utilisateur passe par cette gradation que tu viens d'expliquer? Je pense que oui, puisque l'enjeu
n'est pas la technologie, il est l'agilité avec la technologie. Aujourd'hui, peu de gens possèdent des casques de réalité virtuelle, même s'il y en a quand même 50 millions dans le monde. Hein. On n'est plus du tout sur un marché de niche, on est sur un marché en croissance. Et la comparaison avec le fait qu'il y a 1 milliard de téléphones portables sur la planète me paraît toujours un peu surfétatoire, superfétatoire. Voilà. Me paraît toujours un peu exagéré, puisqu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Mais oui, aujourd'hui, le sujet, c'est pas est-ce qu'on peut faire des trucs incroyables en réalité virtuelle? La réponse est oui, on peut faire des trucs incroyables en réalité virtuelle. C'est comment les gens sont suffisamment agiles avec ces périphériques et ces environnements pour en tirer profit, aussi bien comme apprenants que comme formateur. Sinon, on est dans l'illusion technologique de j'achète un casque, j'achète un truc et après, je me débrouille. Bah, en fait, ça ne marche pas comme ça dans la vie parce que ce sont des technologies qui sont extrêmement puissantes, mais qui ont le revers de la médaille de, comme n'importe quelle technologie, comme n'importe quel outil, de devoir apprendre à être utilisé. En fait, le sujet, c'est comment est-ce qu'on va passer de la promesse technologique, ah, c'est incroyable ces technologies, à la réalité des usages aujourd'hui dans les organisations, usages qui vont être progressifs et qui doivent être inscrits dans une stratégie de développement de ces usages. Parce que le sujet n'est en rien la technologie. Le sujet, à mon sens, n'est jamais la technologie. Le sujet, c'est les usages que l'on en fait. Et donc, pour le monde de la formation et de l'éducation, eh bien, les enjeux qui sont devant nous, ce n'est pas quel casque je dois acheter ou dans le détail quelle technologie. C'est comment je dispose de contenus qui ont une réelle valeur pédagogique, une qualité pédagogique qui apporte réellement quelque chose dans mon dispositif de formation au moment où j'en ai besoin. En quoi la qualité pédagogique d'un dispositif immersif est réellement contributif des objectifs de formation. Ça, c'est le défi. Le casque, le matériel, c'est de l'accessoire. Donc, ce que nous appelons pompeusement la didactique des environnements immersifs, c'est une clé essentielle du développement des usages parce que c'est la clé qui démontre la réalité des apports de cette technologie. Et l'autre clé, c'est la réalité des usages. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'on va appeler là aussi pompeusement praxis des environnements immersifs. Ça ne sert à rien d'acheter des casques si les gens ne savent pas les utiliser, les maintenir et faire en sorte, très simplement, que quand un formateur veut utiliser des dispositifs immersifs, quel que soit le dispositif et quel que soit le contenu, eh bien ça marche comme ça doit marcher. Okay, c'est à jour, les dispositifs sont chargés, les contrôleurs sont chargés, enfin tout fonctionne. Et le formateur, lui, il est suffisamment agile avec le contenu immersif et les périphériques pour que ça se passe comme il a imaginé que ça le passait. Donc ça, c'est quand même, ce sont fondamentalement les deux clés. Il faut dissiper l'illusion technologique et revenir aux enjeux majeurs, c'est la qualité pédagogique des dispositifs et la maîtrise de l'utilisation pédagogique de ces dispositifs. Évidemment, au milieu, on a des enjeux qui sont transverses, qui sont ceux de l'accompagnement, parce que la solitude face à une nouvelle technologie, des nouveaux usages est très consommatrice d'énergie et peu productive. Donc, il faut savoir sur qui s'appuyer et avoir les réponses aux questions quand on en a besoin, et évidemment des travaux d'évaluation et de recherche qui devront être menés. À notre sentiment, et c'est ça la démarche initiale de France Immersive Learning, c'est que la clé, mais nous sommes tous des gens du monde de la formation. Donc notre métier est de transmettre aux apprenants des sujets qu'ils ne connaissent pas pour qu'ils puissent ensuite construire leurs compétences professionnelles dessus. Et bien, sur ces technologies, il faut, à mon sens, là aussi, dissiper l'illusion technologique de « j'achète un casque et ça marche ». Il faut apprendre à utiliser ces technologies. Et donc, dans les premières choses que nous avons construites avec France Immersive Learning et son lab, nous avons construit des parcours de formation de bout en bout qui vont permettre d'acquérir cette nécessaire agilité avec ces technologies et ces périphériques pour en tirer ensuite un réel profit pédagogique. L'autre clé, c'est d'être outillé. Je ne fais pas nécessairement notre promotion, hein, mais c'est vraiment la clé. Essayez juste de vous imaginer, vous avez 15 apprenants, 15 casques, vous savez vaguement les utiliser, et à partir du moment où vos apprenants ils ont mis leur casque de réalité virtuelle, vous, formateurs, vous ne voyez plus ce qu'ils font. Donc, le travail d'accompagnement d'utilisateurs, comme tu le disais très justement, Jean-Luc, l'accompagnement d'utilisateurs qui n'ont jamais fait de réalité virtuelle, donc qui découvrent les sensations, les technologies, les périphériques. Cet accompagnement des apprenants, au-delà de la nécessaire agilité du formateur, elle est essentielle. Et comment vous faites pour accompagner des apprenants si vous ne voyez pas ce qu'ils font dans les casques?
En fait, ça nous marque, c'est très difficile. Donc, nous avons depuis 2019 développé une application qui permet aux formateurs sur une tablette ou sur un écran de PC d'avoir le retour écran des casques de ces apprenants, ce qui donne la clé d'un accompagnement des gens qui découvrent cette technologie, qui veulent apprendre à l'utiliser et surtout à développer des compétences avec. Et cette application permet aussi de lancer le même contenu pour tout le monde. Donc, en fait, cette imagination que je vous demande de faire, c'est-à-dire vous avez 15 casques de réalité virtuelle, vous avez 15 apprenants, c'est la première fois que vous faites quelque chose en réalité virtuelle, eh bien, je vous assure qu'avec cette application qui permet de lancer le même contenu pour tout le monde en même temps et de voir ce que voient les utilisateurs pour s'assurer que tout se déroule bien, est une nécessité pour une activité collective. Et puis, pour faciliter la vie, on livre avec un membre de France Immersive Learning, dont c'est le métier, nous, on ne vend pas de matériel, on peut livrer des systèmes qui sont prêts à l'emploi et qui font disparaître la technologie au profit des usages. Je ne suis pas en train de faire de la retape commerciale. Ce que je vous dis, c'est que au-delà de la nécessaire formation des formateurs et des ingénieurs pédagogiques à maîtriser ces technologies, il faut aussi être convenablement outillé pour que les usages ordinaires se fassent tels qu'on a imaginé qu'ils fassent. Et tout ça, ça fait partie d'un apprentissage et d'un outillage. Une petite question qu'on a dans le chat, Nicolas, oui. Et j'en ai terminé. Après, je présente. Voilà, j'en ai terminé. Oui. Non, mais qui est très lié au déploiement, où Olivier demande si on peut afficher en même temps en réel sur un écran sans être connecté à Internet. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on peut utiliser toutes ces technologies que tu montrais sur la diapo précédente dans un environnement qui, j'imagine, si la question est là, a quelques soucis d'accès à Internet. Ah, alors c'est une très bonne question et je suis très heureux de répondre que nous avons pensé donc cette application et qui peut ou pas être livrée avec ses valises, ça fonctionne offline. Okay. Ça ne nécessite aucune connexion Internet parce que la connexion Internet va permettre de faire du métavers, okay, mais elle impose dans la vraie vie énormément de contraintes qui sont celles d'un débit Wi-Fi qui soit maîtrisé et adapté aux usages. Ça nécessite que les casques soient intégrés dans le système d'information. Enfin, voilà, on rentre là dans des problématiques de réalité qui sont beaucoup plus complexes. Donc, nous, nos outils sont pensés pour être utilisés offline. Vous arrivez, vous branchez, vous distribuez les casques et ça marche. D'accord, super, merci. Le online fait partie. En fait, dans notre démarche, on incite toujours nos partenaires et nos clients à penser une stratégie d'usage. Comme quand vous faites de l'accompagnement voilà, aux organismes de formation, de construire une offre de formation digitale et a fortiori à distance, c'est un projet d'envergure qui impacte profondément l'organisation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et ce n'est pas en acheter une plateforme d'e-learning qu'on résout la solution. Okay. Donc, ça s'inscrit dans une stratégie de transformation numérique de l'organisme de formation ou de l'organisation. Okay. Sur les technologies immersives, c'est exactement la même chose. Je vous ai présenté rapidement le champ des possibles des technologies, les enjeux de qualité pédagogique, de maîtrise de ces technologies. Si on ne veut pas faire un POC ou une animation en réalité virtuelle, okay, il faut penser une stratégie qui va démarrer de offline et qui finira avec une offre à distance de type métavers. Mais ça, c'est un chemin, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut y aller progressivement dans l'appropriation et la maîtrise de ces technologies pour progressivement développer des produits qui seront de plus en plus ambitieux. Je termine ma présentation et après, j'aurai grand plaisir à répondre à toutes les questions parce que c'est vraiment du survol, mais je ne voulais pas monopoliser la parole. Donc, en fait, France Immersive Learning, c'est une organisation un peu particulière hein, qui se définit comme un pôle de compétences dédié aux usages des technologies immersives. Et cette organisation est un bipède. Une jambe pour fédérer France Immersive Learning et sa filiale à 100%, l'Immersive Learning Lab, pour accompagner les organisations dans cette révolution, dans cette transformation des pratiques professionnelles. Donc, France Immersive Learning, aujourd'hui, c'est une des premières associations de France. On est bientôt près de 200 membres. Et on a la particularité, dans notre collectif, là, c'est un peu ancien, il manque beaucoup de nouveaux membres, mais je le mettrai à jour plus tard, de venir fédérer 3 types d'acteurs.
Et en ça, ça nous rend assez particuliers. On fédère ceux qui ont des solutions, donc toutes les startups et entreprises qui proposent des contenus, des plateformes, des outils, du matériel, de l'accompagnement. Ceux qui ont des besoins, donc là, potentiellement, tous les acteurs de la formation tout au long de la vie, formation initiale, formation supérieure, formation continue, y compris corporate dans les entreprises. Et puis, tous les prescripteurs financeurs, c'est-à-dire en France, ceux qui ont un peu les clés du fonctionnement de nos dispositifs, donc c'est les branches, les fédérations, les OPCO et les acteurs des territoires, en particulier les régions qui sont aujourd'hui en charge de l'orientation et de la formation professionnelle. Donc, nous n'avons pas de région aujourd'hui membres de France Immersive Learning. On a des communautés d'agglomération. Peut-être que la région Normandie sera la première région à rejoindre France Immersive Learning. On verra. Voilà, donc ça c'est pour France Immersive Learning. Et évidemment, on se comporte comme une association. On produit des communs, des événements. On représente et on anime la filière, qui est une filière stratégique. On pourra en parler plus en détail si vous voulez. Et puis, pour passer de la réalité, pour passer de la promesse technologique à la réalité des usages, cette association possède une filiale à 100%, qui est une entreprise de conseil, qui s'appelle l'Immersive Learning Lab. La notion de filiale à 100% est importante. Ça veut dire que ce n'est pas une entreprise qui a un modèle économique capitaliste, c'est vraiment le bras armé de l'association pour atteindre l'objectif de développement des usages. Donc, on a vraiment un positionnement de tiers de confiance, puisque nous ne promouvons aucune solution, aucun matériel. On produit juste une démarche pragmatique de développement des usages avec les outillages nécessaires que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc là, on fait 3 choses. On fait du conseil et de la stratégie. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour produire des contenus de qualité, parce que nous avons cette compétence, cette double compétence technopédagogique. Et puis, on a, comme je vous l'ai présenté rapidement, une offre importante de formation et de support aux usages. J'en ai terminé de cette rapide présentation et place à la conversation, si cela vous convient. Voilà, alors puisque tu parlais juste avant des outils, il y avait une question effectivement sur l'application elle-même, parce que tu disais vous vendez pas de matériel. Par contre, tu nous as dit à un moment donné que vous aviez développé donc notamment oui, cette tout à fait. application qui permet d'être L'application offline. Elle est donc commercialisée par France Immersive Learning. Tout à fait, oui, oui, ça fait. L'entreprise du lab a effectivement un modèle économique. On a des collabos comme tout le monde, des collaborateurs à payer. Et donc, l'application aujourd'hui est commercialisée sous forme de licence pour d'usage par casque. Et l'option valise ne nous concerne pas. C'est un membre de France Immersive Learning dont le métier, c'est de faire de la production et de la commercialisation de matériel qui, lui, peut fournir la valise prête à l'emploi si ça correspond aux besoins d'usage. Je vous mets dans la conversation et à nouveau, pardon, je ne suis pas là pour faire de la retape commerciale, mais je vous mets dans la conversation le lien vers la page concernant l'application. Voilà. Et donc là, ceux qui sont intéressés peuvent se tourner vers France Immersive Learning pour cette application. Tout à fait. Voilà. C'est une application qui est vendue 20 € par an et par casque en prix frontal et qui permet, voilà, sur une tablette ou un PC Microsoft, d'avoir l'outillage nécessaire pour piloter une session. Ok, super. Voilà. Et à titre d'exemple à titre d'exemple de l'efficacité d'usage, un des membres de France Immersive Learning avec lesquels on travaille depuis très longtemps, entre autres parce que c'est un membre fondateur qui est Natixis, vient sur une opération dont on pourra parler si ça vous intéresse, mais de passer 5000 collaborateurs dans un dispositif de formation en utilisant cette application. Et sur les 5000 collaborateurs, il n'y a pas eu un seul plantage de l'application sur le pilotage de sessions de 8 personnes simultanées. Ouais, donc, c'est vraiment une application qui est assez robuste et qui rend de précieux services. OK. Alors, je reprends à la fois une question qui est dans le chat et pour l'élargir un petit peu, donc une question qui est quels sont les exemples pédagogiques dans le cadre de l'enseignement supérieur. J'ai envie peut-être d'élargir un petit peu la question, enfin plus exactement celle que je me posais, qui rejoint celle-ci, c'est de dire est-ce qu'il y a aujourd'hui, parmi effectivement les technologies que tu as présentées, certaines technos qui sont plus adaptées ou plus utilisées aujourd'hui pour certains types d'enseignement,
ou est-ce qu'il faut sortir de cette idée-là et se dire toutes les technologies peuvent aller vers toutes les disciplines, tous les niveaux, hein, on parlait là de la question était sur l'enseignement supérieur, est-ce que ça s'adresse à tous les niveaux d'enseignement, est-ce qu'on peut utiliser ces technologies-là pour, je dirais, des niveaux infra-bac? Est-ce que ça peut être sur de l'enseignement supérieur? Est-ce que ça peut être d'ailleurs même sur quelque chose qui ne soit pas lié à des diplômes et qui soit par exemple sur de la remise à niveau pour des personnes très éloignées de l'emploi, des personnes en situation d'illettrisme même, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Peut-être quelques exemples justement pour illustrer à la fois techno, usage pédagogique et public. Alors, premier élément de réponse, à partir du moment où on se base sur des technologies de création d'images virtuelles que tout le monde connaît aujourd'hui. En fait, vous regardez n'importe quel film récent, n'importe quel film d'animation, voilà, n'importe quel sujet sur YouTube VR, vous voyez bien qu'aujourd'hui, technologiquement, tout est possible. Il y a aujourd'hui pas de limite technologique, hein, à imaginer à peu près n'importe quel contexte et situation immersive. Ça, c'est vraiment le principe de base. Potentiellement, tout est possible. Et si on tire un tout petit peu le fil entre des technologies qui permettent de capturer des situations de réalité, la vidéo 360 ou la vidéo 180 degrés, voire la photogrammétrie, et des situations de simulation en réalité virtuelle où tout est possible, globalement, on va pouvoir couvrir à peu près la totalité des cas d'usage d'à peu près toutes les situations. Il y a des domaines où ça n'aura pas de valeur. Apprendre l'utilisation de logiciels bureautiques, par exemple, ou des plateformes d'e-learning. Bon, voilà. Il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels il n'y a pas de valeur, et il est important de les identifier pour chaque organisation. Et après, sur la question des niveaux, évidemment, en fait, imaginez un collégien qui apprend l'histoire, la géographie ou les sciences naturelles en étant plongé au plus près des organismes, de la situation historique, la capacité des technologies immersives à rendre tangible n'importe quel concept intellectuel, c'est aussi efficace pour un collégien, pour un lycéen, que pour un professionnel qui est en activité. Donc, ces technologies, dans leur intention, s'appliquent à tous les niveaux et toutes les situations de formation. Maintenant, on nous demande toujours, effectivement, qu'est-ce que vous avez comme cas d'usage pédagogique? Donc, je vois par exemple dans l'enseignement supérieur. En fait, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Je peux vous donner des exemples, effectivement, d'établissements d'enseignement supérieur qui développent un certain nombre de dispositifs faisant appel aux technologies immersives. Mais vous voyez bien que la notion d'enseignement supérieur, on est en train d'adresser 100 disciplines, 10 000 métiers. Hein. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question. Par exemple, je vais prendre des gens qui sont très proches de l'organisation. Voilà, le CNAM a aujourd'hui développé une communauté d'enseignants et une très belle plateforme à destination des enseignements de physique-chimie dans la partie du CNAM. Voilà, donc ils ont un laboratoire de physique-chimie qui va permettre de faire beaucoup de choses avec une communauté d'enseignants qui est mobilisée sur le sujet et qui l'utilise et des élèves. Mais là, vous voyez, on est dans le domaine de la physique-chimie. Unilassal, qui est membre aussi de France Immersive Learning, eux, c'est plutôt les sciences du vivant. Donc, ils sont aujourd'hui en train de développer des dispositifs immersifs sur la géologie et les métiers vétérinaires. Mais à chaque fois qu'on va utiliser un exemple, on va être sur une filière d'usage qui sera différente, puisque l'équipe qui va souhaiter s'engager dans l'utilisation de ces technologies va répondre à des besoins qui sont propres à son champ de compétences. Donc, des exemples, il y en a plein. Est-ce qu'ils sont parlants? Je suis toujours un peu réservé sur cette notion. Je vois aussi qu'il y a sur des choses sur le médico-social. Oui, bien sûr, il existe aujourd'hui des choses dans le médico-social et des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, il y en a énormément dans le bâtiment, les travaux publics. En particulier du fait de l'impulsion de Definum, là, qui finance énormément de projets immersifs dans beaucoup de filières. Il y a un très gros projet avec le 3CA BTP. Donc, en fait, la question aujourd'hui n'est pas de savoir quels sont les cas d'usage. La question, et c'est pour ça que j'en reviens à cette approche qui doit d'abord être stratégique, c'est, en gros, vous avez deux situations. Vous avez des produits sur étagère qui sont des produits transverses.
sécurité des personnes, sécurité des infrastructures, premier secours, utilisation d'un extincteur, risques psychosociaux classiques de harcèlement, violence, sexisme et ce genre de choses. Voilà. Vous avez aujourd'hui un ensemble de produits étagères que vous pouvez très facilement acquérir pour le compte de votre organisation, ou bien acquérir en termes de prestations d'animation pour votre organisation. Mais là, vous voyez bien qu'on est dans une démarche qui est initiale, qui n'est pas une démarche de « OK, quelle est mon organisation et quels sont les besoins auxquels je vais répondre ?» Parce qu'en fait, c'est ça la deuxième voie. C'est soit vous achetez des produits étagères, prise de parole en public, par exemple. Voilà, ça fonctionne très bien aussi. Et vous commencez à développer des usages avec des produits accessibles comme ça. Soit vous entrez dans une dynamique de je travaille dans une organisation de tel ou tel secteur, hein, okay, et vous allez construire un début de stratégie d'usage en commençant par des contenus immersifs hein, qui vont être les plus économiques possibles, les plus impactants possibles pour engager progressivement l'appétence des membres de votre organisation et en particulier de vos formateurs hein, sur ces technologies, avec une vision de on commence par ça, ensuite on fera ça, et ainsi de suite, et peut-être progressivement. Donc, c'est quoi les cas d'usage? Eh ben, ça dépend de chacune de votre organisation et de par quoi on va commencer en fonction de la nature de l'organisation et de son niveau de maturité. Tous les cas d'usage existent, ils ont déjà tous été faits, ils sont tous documentés en France et à l'international. Le sujet maintenant, c'est par quoi vous commencez dans votre organisation. Il y a deux questions dans le chat qui se rejoignent un petit peu, à savoir, alors ça touche à la question des compétences, mais du coup, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui qui se sont développés, comme on l'a vu dans le monde du e-learning, où il y a 20-25 ans, on était un petit peu plutôt dans le dur avec des logiciels multimédia et avec lesquels on faisait du e-learning, puis on a vu arriver les outils auteurs qui ont été facilitants pour des concepteurs, formateurs, pour faire de la production multimédia. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà des outils de ce type-là qui permettent de faire le lien entre la conception et la production du coup VR ou AR et qui, par exemple, comme le dit quelqu'un dans un de ses messages, là, propose déjà des bibliothèques de contenu, par exemple, des choses comme ça? Alors, il y a un certain nombre d'entreprises, dont une grande partie sont membres de France Immersive Learning, qui proposent des bibliothèques de contenu existants dans différentes technologies. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent quand même, il faut que ça corresponde à votre métier. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent et que vous pouvez acquérir. Ça, c'est le premier élément, c'est un peu ce que j'ai appelé les produits étagères tout à l'heure. J'en reviens à mon propos initial. Et après, je répondrai précisément à la question. Mais il faut en revenir sur le propos initial de cette révolution anthropologique, celle de l'immersion à la première personne dans un univers spatialisé dans lequel on se déplace et dans lequel on a des interactions riches. Conceptuellement, la marche est extrêmement importante. Il n'est pas raisonnable d'envisager d'autoproduire un contenu immersif si on n'a pas appris ce que sont que les technologies spatiales. Sinon, on va décaler les schèmes, dirait-on, les schèmes intellectuels d'ingénierie pédagogique qui sont les nôtres, qui sont conçus pour être dans du plat, on va les transposer dans un univers immersif sans avoir pris la mesure de ce que c'est que cet univers immersif, que ce soit l'univers réel, la vidéo 360, ou que ce soit l'univers virtuel. Donc en fait, est-ce qu'il existe des outils auteurs? Ça commence. Est-ce que ça a un intérêt si on n'a pas appris ce que sont les univers virtuels, si on ne s'est pas formé? Ben, si c'est pour faire du quiz en réalité virtuelle ou balancer un PowerPoint dans un amphi virtuel, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Il faut apprendre les spécificités de ces technologies pour pouvoir ensuite passer dans de l'autoproduction. Alors, je réponds précisément à la question. Sur les technologies de vidéo 360 ou de vidéo 180 degrés, qui sont des technologies extrêmement intéressantes, hein, dont la contrepartie est un faible niveau d'interaction, puisqu'en fait, on est dans un flux. Il est relativement simple et il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'autoproduire son contenu. Dans France Immersive Learning, il y a 4 entreprises qui produisent, qui livrent sous licence, connectées ou non connectées, des outils pour faire de la vidéo 360 et l'enrichir.
Pour ne pas les citer, c'est Uptel, bien connu, VandaVR, Sphere de SpiderNet et juste le nom m'échappe, ça va me revenir un instant. La quatrième, ça va me revenir, je ne la laisserai pas dans l'ombre. Donc sur la vidéo 360, c'est possible de produire soi-même des contenus. Une caméra semi-professionnelle, ça vaut moins de 600 €, donc c'est très acceptable. Par contre, il vaut mieux apprendre à utiliser ce que c'est que la vidéo 360 degrés pour faire des images qui soient de qualité. Surtout si elles doivent être utilisées dans un casque. Tu pensais à Wixar, peut-être? Oui, pardon, merci, exactement, Wixar. Merci beaucoup, cher Benjamin. Donc voilà, oui, vous pouvez autoproduire du contenu avec la vidéo 360, mais c'est quand même vraiment mieux d'apprendre les spécificités de ce média qui sont très différentes, puisque quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous êtes à la place de la caméra. Et ça a beaucoup, beaucoup d'impact sur... on ne peut pas passer de la vidéo 2D à de la vidéo 360 comme ça du jour au lendemain, surtout si c'est à regarder dans un casque. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent la vidéo 360 sur écran plat. J'ai du mal à bien comprendre l'intérêt, si ce n'est pour avoir un premier regard sur le contenu. Une vidéo 360, ça s'utilise d'abord dans un casque de réalité virtuelle, puisque l'intérêt, c'est la mise en situation, c'est la projection dans la situation. Et quand on est derrière son écran, on n'est pas projeté. Et je peux vous garantir qu'il y a plein de vidéos 360 qui ont l'air convenables sur écran, mais quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, c'est tout à fait désagréable à regarder pour plein de raisons que je n'expliquerai pas là. Donc, vous pouvez autoproduire du contenu en 360, c'est une bonne idée, c'est facile à réaliser, c'est économique comme technologie, mais apprenez à faire de la vidéo 360. Réalité augmentée, il existe un certain nombre d'outils auteurs qui commencent à apparaître. Il y en a qui sont relativement simples et relativement limités, et il y en a qui sont plus puissants et qui sont quand même des outils qui demandent un certain apprentissage de l'outil. Voilà, comme n'importe quel outil, il faut demander à l'utiliser. À voir au cas le cas, mais ça commence à exister aussi. Sur la réalité virtuelle. Alors là, on va être très clair. Vous ne pouvez pas produire un contenu immersif en réalité virtuelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour plein de raisons différentes. Entre autres, parce que ce n'est pas votre métier. Et que produire un contenu immersif, c'est des tas de métiers différents. C'est des développeurs Unity Unreal, c'est un UX UI designer, celui qui va concevoir les interfaces d'usage, c'est un chef de projet qui fait en sorte que ça marche et ainsi de suite. Et puis, quelque part, il nécessiterait d'avoir un ingénieur pédagogique qui connaît un peu les technologies immersives pour lui assurer la trame pédagogique. Donc, un dispositif en réalité virtuelle, en autoproduction, ce n'est pas possible. Okay, c'est un ensemble de métiers qui ne sont pas les vôtres. Et je ne crois pas que ça ait beaucoup d'intérêt pour vous de produire ces sujets-là. Par contre, et dans la perspective d'un cheminement de maîtrise progressif de ces technologies, ce que tout le monde a appelé les métavers l'année dernière, et qui sont en fait des univers virtuels collectifs, qui se fondent sur des notions de bibliothèque, une bibliothèque d'environnement, une bibliothèque d'objets 3D, éventuellement des éditeurs de scénarios. Ça rend possible l'autoproduction de situations immersives. Mais on est obligatoirement sur du online avec des abonnements sur ces plateformes et puis une sacrée maîtrise d'un casque de réalité virtuelle, de l'usage d'un casque de réalité virtuelle, de l'usage de la réalité virtuelle à distance, de l'accompagnement d'apprenants à distance qui découvrent aussi cette technologie, de l'habitude de l'évolution dans un univers virtuel spatialisé qui peut être très grand physiquement, virtuellement, de la conception pédagogique et de la mise en œuvre de cette condition pédagogique. Là, il y a un continuum de non-dits sur l'usage du métavers en formation qu'il est essentiel de réellement appréhender. Mais au bout du chemin, il est possible, avec ces outils, d'autoproduire des contenus immersifs. Et à nouveau, je ne veux pas faire la retape, c'est vraiment pas le sujet. Mais les slides que je ne vous ai pas montrés, parce que je savais que ça arriverait, les slides que je ne vous ai pas montrés de la présentation, c'est que dans cette perspective-là, nous travaillons avec un très beau consortium, lauréat d'un appel à projet Definum, à créer ce qu'on a appelé Nexus, qui est un moteur d'environnement virtuel collectif, un moteur de métavers, en open source. Donc d'ici à la fin de l'année, nous serons en capacité de livrer un premier set d'organisations partenaires, un outil auteur pour faire de la réalité virtuelle en
collectif et qui permettra aux enseignants, aux formateurs, d'avoir un très beau niveau d'autoproduction de dispositifs immersifs. Mais ça sera du online. Du coup, tu réponds par la solution à la question que j'allais te poser, qui est la question de la souveraineté en fait de ces technologies. Aujourd'hui, effectivement, sur un certain nombre de choses, le sujet qui a fait l'actualité, dont on a parlé il y a quelques semaines ici à Communautic, qui est ChatGPT. La solution donc Nexus, donc ce que vous avez développé, Oui. va permettre effectivement d'avoir une solution dont les partenaires là, qui ont participé à ce consortium sont garants effectivement de la transparence, d'avoir effectivement quelque chose d'accessible et d'avoir une certaine souveraineté par rapport effectivement à ces outils-là. Tout à fait. Là, on remonte au niveau un peu plus politique, qui est celui qui est porté par France Immersive Learning. Et l'enjeu est essentiel. La France n'est pas vraiment en retard, mais elle est plus vraiment en avance sur les usages. Ce que je veux dire par là, c'est pas de dire les Américains vont plus vite que nous, les Coréens vont plus vite que nous. Ok, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que en France, on a aujourd'hui un écosystème de passionnés et d'entreprises qui produisent des choses absolument remarquables. Et en face, on a aujourd'hui des organisations qui sont encore en phase d'interrogation. On a du mal à avoir des marchés qui permettent aux entreprises de se développer parce que, pardon de faire court, mais ça bricole. De l'autre côté, et vous l'avez vu en particulier l'année dernière, on a à peu près tous les majors, ce qu'on appelle les GAFAM ou les GAMAM maintenant, et les BATX, qui eux ont depuis quand même assez longtemps, je pense à Meta par exemple, qui a commencé sa démarche extrêmement offensive sur le sujet, extrêmement intéressante parce que très contributive mais extrêmement offensive, en 2014. Ça ne date pas d'hier. Donc en fait, on a aujourd'hui des majors qui sont ceux auxquels on reproche les menottes numériques qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire notre dépendance à des services qui sont opérés par des entreprises étrangères. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, la souveraineté numérique, tout le monde en parle. Hein. Peu en font, mais tout le monde en parle. Et donc, le vrai sujet, c'est est-ce que face à un marché qui en France, a du mal à nourrir les talents qui sont les nôtres, est-ce qu'on va tenir jusqu'au moment de la maturité de ce marché et donc pouvoir s'appuyer sur des offres pensées, produites, développées et maintenues en France, donc créer de l'emploi et de la valeur en France, ou bien est-ce qu'on aura trop attendu, et le on est très collectif, et on finira au moment de la décision de passer à l'échelle, à n'avoir le choix que de s'appuyer sur des plateformes qui seront proposées par Meta, par Microsoft, par Pico, par HTC et par d'autres entreprises européennes qui, elles, ont des solutions qui sont déjà pleinement opérationnelles depuis longtemps. Donc, le vrai sujet de notre souveraineté numérique, il est là. C'est est-ce que nous allons collectivement être en capacité de nourrir notre écosystème qui reste fragile en démarrant dès à présent des projets parce que nous sommes sur des technologies matures et déployables et de le faire sérieusement en apprenant à utiliser ces technologies pour qu'elles aient un vrai impact dans vos organisations. Ou est-ce qu'on continue à attendre, à nouveau très collectivement, et ça va être plus compliqué pour la filière française. Dans ce panorama, Nexus vise effectivement à poser une pierre fort ambitieuse, de produire un modèle d'univers virtuel collectif, open source, RGPD compatible, compliant, disent les Américains, voilà, par nature, accessible, on parlait tout à l'heure de handicap, accessible par nature, et faire en sorte qu'on ait effectivement une solution qui soit pleinement souveraine, deux, respectueuse de nos données, pour que tout à chacun puisse ensuite s'équiper avec un produit de qualité qui n'impacte pas négativement son organisation. Mais ma réponse est peut-être un peu complexe. Non, je pense que elle est, comme tu l'as dit, on est non pas dans d'autres sphères, mais on est sous un angle différent qui interroge à un moment donné, qui interroge pas forcément au début quand on se lance dans les premières expérimentations. Et puis après, comme pour beaucoup d'autres choses, plus les entreprises, plus les organismes de formation vont investir en matière de savoir-faire, plus leur valeur ajoutée va s'appuyer sur ces outils-là,
plus effectivement cette question de la souveraineté et du coup d'une certaine garantie aussi de pérennité et d'être indépendant de certaines entreprises, celles que tu as citées en l'occurrence. En tous les cas, on est, on est un peu dans la même situation que. Alors, moi, je ne la connais pas bien, donc peut-être que je dis des bêtises, hein, tu me corrigeras, mais on est un peu sur cette filière, sur des enjeux qui sont assez proches de la filière EdTech et des plateformes de e-learning. Aujourd'hui, un organisme de formation souhaite s'équiper d'un LMS. Quelle est la quantité d'offres françaises et souveraines et quelle est la quantité de produits étrangers. Voilà. Donc on est à ce moment-là aujourd'hui non pas d'émergence, mais d'existence d'une filière française des technologies immersives pour faire en sorte que demain, tous les acteurs de la formation tout au long de la vie aient ou pas en face des acteurs français et francophones en bonne santé pour répondre à leurs besoins. Très bien. Eh bien, écoute, je vois qu'il est 14 heures et comme on le disait tout à l'heure, on essaie de tenir les délais pour permettre à chacun de profiter pleinement de tout ce chat. Je vais te remercier grandement, Nicolas, pour vraiment cette participation et cette prise de parole très, très éclairante, hein, je crois, et je vais laisser le mot de la fin à Hélène qui va nous rappeler quelques prochaines échéances pour continuer notre cycle, puisque nous avions bâti ce cycle qui démarrait avec toi, Nicolas, sur les technologies d'apprentissage immersif. Et merci de cela. Merci beaucoup, Nicolas, de la richesse de ton intervention. Je retiens cette invitation à rejoindre France Immersive Learning. Tout à fait, je pense que je vais revenir vers toi. Et puis oui, prendre conscience pour développer des usages, hein, l'intérêt de mettre en place des stratégies au sein de la stratégie de transformation de la structure aussi, qu'on ne monte pas un projet, que ce soit réalité virtuelle, réalité augmentée comme ça, et ça. Voilà, ça s'inscrit quand même dans une stratégie d'usage, de transformation de la structure. Donc voilà, merci beaucoup. Donc pour faire suite à ce webinaire, un atelier vous est proposé le vendredi 7 avril à Rouen. Normalement, le lien d'inscription est dans le chat. Une journée avec le matin, justement, tester différentes solutions. Que ce soit solution réalité augmentée, réalité virtuelle, voilà, avec des retours d'expérience aussi. On veut donner la parole, je dirais, à des formateurs, des chefs, des ingénieurs pédagogiques. L'idée, c'est pas d'avoir, je dirais, des EdTech qui présentent leurs solutions et d'une entrée, d'une approche commerciale, mais plutôt d'avoir des retours d'expérience pour voilà, pour vous présenter les usages possibles aussi. Et puis l'après-midi, la visite d'un studio et puis un atelier de co-conception, un peu de vous mettre un peu en situation, d'imaginer une situation de formation intégrant du coup des apprentissages immersifs. Et puis à voir si une autre collaboration est possible aussi avec France Immersive Learning, parce que c'est vrai que vous avez tout un panel, je dirais, d'offres d'accompagnement et il y a peut-être des choses à imaginer encore pour les Normands. Voilà. Et Si vous me permettez deux éléments pour conclure. Première chose, de façon à répondre à cette question absolument légitime, c'est quoi les cas d'usage et qui fait quoi, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Nous nous apprêtons à lancer un observatoire des usages. Dans le cadre d'une démarche un peu plus ambitieuse que je ne détaillerai pas ici, mais nous allons lancer un observatoire des usages de façon à objectiver la réalité des usages actuellement disponibles dans les organismes de formation tout au long de la vie, partout en France. Donc, on aura besoin de plein de relais de territoire pour aller chercher tous ces usages et les documenter. Là, c'est l'affaire de quelques jours pour le lancement officiel de ce travail de création d'observatoire. Le deuxième élément, la conclusion que moi je fais, c'est apprenez. Acceptez d'apprendre à utiliser ces technologies si vous voulez en tirer pleinement profit. Et les profits sont énormes. Mais il faut apprendre à utiliser ces technologies et construire une stratégie de développement de ces usages. Sinon, ça risque d'être déceptif. Et remonter du déceptif, c'est 10 fois plus difficile que convaincre. Donc, il faut apprendre à maîtriser ces nouvelles technologies. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne après-midi et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.